Et là, il faut dire, il y a aussi une tangente monstrueuse que prend ce mouvement d'autonomie. À partir d'un certain moment, je ne veux pas m'étendre là-dessus, j'ai longuement écrit sur la question, à partir de Marx, du marxisme, puis du marxisme-léninisme, du communisme, ce projet d'autonomie se transforme, se renverse absolument sans contraire, à une tyrannie totalitaire. Mais il y a aussi quand même les grands mouvements grâce auxquels, la Révolution française ou le mouvement ouvrier, la société contemporaine est ce qu'elle est, et non pas une espèce d'immense fabrique capitaliste dans laquelle tout le monde fait ce qu'il doit faire d'après le plan de production, ce qui serait le véritable esprit de capitalisme. Monsieur Castoriadis, on a l'habitude de parler d'une partie de la philosophie qu'on appelle la philosophie politique. Mais j'ai le sentiment que pour vous, c'est toute philosophie qui est profondément politique. C'est toute la philosophie qui est politique. En un sens, oui. Mais d'abord, un éclaircissement. J'aime pas tellement l'expression de philosophie politique comme telle. N'est-ce pas? Je pense que la philosophie est politique parce que la philosophie aussi, c'est un faire. C'est un faire qui agit sur la société, qui agit très profondément au niveau des significations, au niveau des représentations collectives. On va prendre des exemples en Grèce ancienne ou dans le monde moderne. Et par là même, c'est un volet absolument essentiel du projet de l'autonomie. La philosophie, c'est la liberté. La philosophie, c'est la liberté de penser. En ce sens, elle est profondément politique. C'est pas de la philosophie que de commenter interminablement un texte sacré ou sacré profane. Le Talmud ou le talmudisme sur la capitale de Marx, c'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est pouvoir soulever toutes les pierres, c'est ne rien accepter qu'on n'ait pas de nouveau soi-même par ses propres ressources à la fois remise en question, mise en épreuve, mise à l'épreuve, et soit réaffirmée, soit rejetée pour le remplacer par autre chose, ou par rien, par l'aporie, par la question simplement. En ce sens, la philosophie appartient, si vous voulez, au mouvement de l'autonomie et est politique. Mais il n'y a pas de philosophie politique parce qu'on ne peut pas tirer de la philosophie les principes d'une institution de la société, sauf dans un sens tout à fait particulier, n'est-ce pas? Si je veux penser librement, ça veut dire que je veux être libre. Si je veux être libre, je ne peux pas limiter cette liberté au seul domaine de ma réflexion. Mais il n'y a pas de dérivation d'une politique à partir de la philosophie. Il y a simplement, si je veux une société dans laquelle la philosophie soit possible, je dois vouloir une société libre, c'est-à-dire une société autonome. Alors, dès ce moment-là, il faut une autre réflexion qui est une réflexion politique, c'est-à-dire non pas comment je vais gagner les prochaines élections en changeant le système électoral ou pas, n'est-ce pas, mais quelles sont les institutions qui permettent à une société d'être autonome et qui permettent à cette société de produire, si je peux dire, de fabriquer des individus autonomes. N'est-ce pas? Et ces institutions sont les institutions démocratiques dans le sens véritable du terme. Pourquoi démocratie? Qu'est-ce que ça veut dire? La démocratie, c'est pas simplement les droits de l'homme, c'est pas des libertés négatives, des libertés défensives, le fait que je sais que nous ici nous pouvons parler et que les policiers ne pouvons pas venir nous arrêter ou qu'il n'y a pas des micros dans la pièce. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le kratos du démos. Cela veut dire que tous les individus qui appartiennent au corps des citoyens ont les mêmes possibilités, des possibilités égales, effectives, de participer au pouvoir. Là, on peut retrouver Aristote. Être citoyen, c'est être capable de gouverner et d'être gouverné, les deux choses étant tout aussi importantes, n'est-ce pas? Être capable de gouverner, cela veut dire être capable de réfléchir et de décider avec les autres et d'être gouverné. Ça veut dire accepter que les autres ont tout autant de droits que vous de participer au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, pour cela, il faut des individus autonomes. Nous avons dit que les individus sont faits par la société. Nous avons l'air d'être là devant
une aporie insoluble, à savoir comment les individus peuvent être autonomes, puisque c'est la société qui les fait. Mais la société peut faire les individus comme individus hétéronomes, elle peut leur apprendre, par exemple, qu'il faut toujours tout faire comme le faisaient les ancêtres, ou qu'il faut toujours tout faire comme c'est écrit dans le livre, où la société peut éduquer les individus pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire elle peut leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à ne pas accepter de façon non critique ce que dit le professeur, les théologiens, le prêtre, le politicien, le président de la République, le technicien. Parce que nous vivons dans une société où il y a le culte des experts, où les experts par définition... Techniques et scientifiques. Voilà, savent très peu de choses dans un domaine très particulier et ils ne sont pas capables, par définition, de penser l'insertion de ces choses dans l'ensemble plus vaste dont elle fait partie, d'où les erreurs continues qu'ils commettent, qui ne sont pas des erreurs techniques au sens spécifique du terme, mais parce qu'ils ne voient pas cette insertion. S'ils sont capables de penser cette insertion, alors ça peut arriver, par accident, comme disait Aristote, où un médecin peut être à la fois un guitariste. Bon, mais à ce moment-là, ils pensent cette insertion, non pas en tant qu'ils sont techniciens, mais en tant qu'ils sont capables de dépasser la technicité et de penser comme citoyens. Alors, il faut donc, pour une démocratie, des individus autonomes. Sans des individus autonomes, il ne peut pas y avoir de société autonome. Les deux choses sont absolument solidaires. Le sophisme démagogique qui est propagé actuellement par les soi-disant libéraux est lamentable. L'individu s'oppose à la société, que plus on donne des droits à la société, moins on donne des droits à l'individu. C'est la même chose. Donner des droits à l'individu, c'est donner des droits à la société. Et donner des droits à la société, c'est donner des droits aux individus qui participent à cette société. Et il y a une éducation des individus vers l'autonomie qu'une société démocratique seule peut faire et qu'elle doit faire, c'est cette éducation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire éducation vers la réflexivité, vers la responsabilité, vers la participation aux affaires communes, sans lesquelles on est esclave. Parce que nous sommes esclaves dans la société actuelle, puisque ce qui nous concerne tous est décidé par d'autres que nous. N'est-ce pas? Et cette éducation n'est pas uniquement une affaire d'école primaire, de lycée, d'université. L'éducation commence à l'âge 0 et se termine à l'âge oméga. À tout instant de sa vie dans la société, l'individu est éduqué par ses vies sociales. Et aujourd'hui, nous sommes payés pour le savoir. Comparer l'éducation que recevait un citoyen athénien, ou même une femme qui n'était pas citoyenne, ou un esclave athénien, en assistant à la représentation des tragédies à Athènes, et l'éducation que reçoit un citoyen contemporain en regardant tous les soirs Dynastie ou je sais pas quoi, parti sans laisser d'adresse ou perdu, etc. Perdu de vue, bon, perdu de vue, ou des âneries pareilles. Bon, on peut voir tout cela de façon très claire dans le cas de la Grèce ancienne. Évidemment, il n'est pas question de faire de la Grèce ancienne un modèle à imiter, hein, mais nous avons là des germes et nous avons de quoi nous faire réfléchir. Quand la collectivité démocratique se constitue en Grèce, on observe cette chose absolument extraordinaire, non seulement que la collectivité assez rapidement décide que c'est elle-même qui pose ses lois, les lois athéniennes sont toujours introduites par une clause « il a paru bon » au démos et à la boulée, c'est-à-dire au peuple et au conseil, mais nous observons cette chose absolument extraordinaire, c'est la véritable individuation des individus. Là-dessus, beaucoup d'âneries ont été dites dans les temps modernes, comme quoi la cité grecque, c'était la totalité, les individus n'existaient pas, etc. C'est absurde. Vous prenez des sculptures égyptiennes de dynasties successives, vous ne pouvez pas dire que c'est des dynasties successives que si vous êtes égyptologue. Si vous êtes simplement un honnête homme cultivé, vous ne pouvez pas le dire. Il n'y a pas d'individualisation. Il n'y a pas de véritable individualisation. C'est comme dans le folklore. Les individus sont des individus. Ils ont un nom, mais ce nom, on ne le connaît même pas. Mais ils n'ont pas un style personnel. Le style change lentement parce que c'est l'auto-altération historique de la société. Bon.